Imagine un instant que tu fermes les yeux, que tu possèdes une main sur ta poitrine et que tu pensais à lui, pas à ce qu'il a dit hier, pas à ce qu'il aurait dû faire, pas à la dernière dispute ou au dernier silence. Juste à lui, à ce que tu ressens quand tu penses à lui profondément, sincèrement, sans filtre. Est-ce que tu sens quelque chose se déplacer en toi? Une chaleur, une tension, peut-être une légère tristesse mêlée de quelque chose de doux? Si c'est le cas, alors ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va résonner d'une façon que tu n'attendais peut-être pas. Bonjour, je suis heureux que tu sois là, vraiment. Parce que le fait que tu écoutes ceci, que tu aies choisi de consacrer du temps à explorer quelque chose d'aussi intime que la connexion avec l'être que tu aimes, ça dit déjà quelque chose de beau sur toi. Ça dit que tu n'as pas abandonné, que quelque part, même si les choses sont compliquées, même si la distance est là, même si tu ne sais plus très bien où tu es né, tu continues à chercher. Et chercher, c'est déjà une forme d'amour. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience que beaucoup de gens ont vécue sans vraiment savoir comment la nommer. On va parler de ce moment étrange et magnifique où tu penses à quelqu'un et où, quelques instants plus tard, cette personne t'envoie un message. Ou ce moment où tu ressens une présence, une émotion qui ne semble pas tout à fait la tienne. Comme si quelque chose de lui traversait ton espace intérieur. On appelle ça parfois la télépathie. Mais moi, je préfère appeler ça autrement. Je préfère parler de résonance émotionnelle profonde, de synchronicité affective, de cette connexion invisible qui se tisse entre deux êtres qui se sont vraiment touchés. Et je vais être honnête avec toi dès le départ. Je ne suis pas là pour te promettre des pouvoirs magiques. Je ne suis pas là pour te dire que si tu visualises assez fort, il va frapper à ta porte ce soir. La psychologie, la vraie, celle qui aide les gens à vivre mieux, elle ne fonctionne pas avec des promesses illusoires. Mais elle peut t'offrir quelque chose de bien plus précieux. Elle peut t'aider à comprendre ce qui s'est passé réellement en toi quand tu vis ces expériences. Elle peut t'aider à décoder ce que tes émotions essaient de te dire. Et surtout, elle peut t'aider à entrer en contact pas seulement avec lui, mais avec toi-même. Parce que c'est souvent là que tout commence. Alors installe-toi confortablement. Laisse les bruits du monde s'éloigner un peu et accompagne-moi dans cette exploration. On va prendre le temps, on va aller doucement parce que les choses importantes méritent qu'on leur accorde de l'espace. Commençons par quelque chose de fondamental, quelque chose que la science psychologique a mis des décennies à vraiment comprendre et que les êtres humains, eux, ont toujours su intuitivement. Les êtres humains sont des créatures de connexion. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Notre cerveau, notre système nerveux, notre biologie tout entière sont câblés pour chercher le lien avec l'autre. Et quand ce lien existe, quand il est fort, quand il est chargé d'émotions, il laisse des traces dans notre mémoire bien sûr, mais aussi des traces dans notre corps, dans notre façon de percevoir le monde, dans notre façon de ressentir les choses. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle l'attachement. John Bowlby, un psychiatre britannique, a passé une grande partie de sa vie à étudier comment les êtres humains se liennent les uns aux autres. Et ce qu'il a découvert est à la fois simple et profond. Quand on s'attache à quelqu'un, quand on crée un lien affectif fort avec cette personne devient une sorte de base de sécurité intérieure. Elle s'installe en nous, pas seulement comme un souvenir, mais comme une présence. Une présence qui influence notre façon de voir les choses, notre façon de réagir, notre façon de nous sentir en sécurité ou un danger dans le monde. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Quand tu penses à lui, quand tu l'imagines, quand tu te souviens de sa voix ou de son regard, tu n'es pas en train de faire quelque chose de passif. Tu es en train d'activer cette présence intérieure. Tu es en train de convoquer quelque chose de vivant en toi. Et ce quelque chose, il a une influence réelle sur ton état émotionnel, sur ton niveau d'énergie, sur ta façon d'être dans le monde à ce moment précis. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. C'est de la psychologie de l'attachement, mais je comprends pourquoi les gens appellent ça de la télépathie. Parce que ça ressemble à quelque chose qui dépasse le rationnel, parce que ça touche à quelque chose de profond, de mystérieux, de beau. Laisse-moi te raconter quelque chose. Dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivaient des relations à distance, ou des séparations, ou des situations amoureuses complexes. Et souvent, ces personnes me décrivaient des expériences très similaires. Elles me disaient, je pensais à lui et j'ai ressenti quelque chose de fort, comme si quelque chose avait changé dans l'air autour de moi. Ou encore, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir-là, je savais qu'il pensait à moi. Et parfois, effectivement, il se passait quelque chose. Un message, un appel, une rencontre inattendue. Est-ce que c'est de la télépathie au sens littéral du terme? Est-ce que des pensées voyaguent d'un esprit à l'autre comme des ondes radio? La science n'a pas de preuves solides de cela. Mais ce que la science nous dit, c'est que quelque chose de réel se passe, et ce quelque chose mérite qu'on s'y arrête. Voici une première façon de comprendre ces expériences.
Quand on aime quelqu'un profondément, on développe une connaissance intime de cette personne. On apprend ses rythmes, ses habitudes, ses façons de réagir. On intègre des milliers de petits signaux, souvent de façon inconsciente, et notre cerveau, qui est un organe extraordinairement sophistiqué, commence à faire des prédictions. Des prédictions sur ce que cette personne va faire, sur ce qu'elle ressent, sur quand elle va se manifester. Ces prédictions ne sont pas conscientes et elles se passent en dessous du seuil de notre conscience. Et quand elles se réalisent, on a l'impression que quelque chose de mystérieux s'est produit, mais en réalité, c'est notre intelligence émotionnelle qui a fait son travail. C'est notre connaissance profonde de l'autre qui s'est exprimée. C'est fascinant, non? Parce que ça veut dire que plus tu connais quelqu'un, plus tu l'aimes vraiment, pas de façon superficielle, mais de façon profonde et attentive, plus tu développes cette capacité à le percevoir, à le sentir, à anticiper sa présence. Et maintenant, voici ce qui est encore plus intéressant. Cette capacité ne fonctionne pas seulement dans un sens, elle fonctionne dans les deux sens. Parce que lui aussi, s'il t'a vraiment aimé, s'il t'a vraiment connu, il a développé cette même sensibilité à ton égard. Il a aussi appris tes rythmes, tes façons d'être, tes façons de te manifester. Et quelque part en lui, même s'il ne s'en rend pas toujours compte consciemment, il y a une trace de toi, une présence intérieure qui est la tienne. Alors quand tu penses à lui avec une intention forte, avec une émotion profonde, tu n'envoies peut-être pas de signal télépathique au sens littéral. Mais tu mets en mouvement quelque chose en toi qui est réel, qui est puissant et qui peut avoir des effets dans le monde réel parce que quand on est dans un état émotionnel fort, on agit différemment. On envoie des signaux différents, on est plus présent, plus ouvert, plus disponible et parfois ça suffit à créer les conditions d'une rencontre, d'un rapprochement, d'une réconnexion. Prenons un moment pour respirer ensemble. Je veux que tu fasses quelque chose de simple. Inspire profondément par le nez, retiens l'air 2 secondes et expirez lentement par la bouche encore une fois. Inspire, retiens, expirez et encore. Bien. Tu viens de faire quelque chose d'important, tu viens de signaler à ton système nerveux qui peut se calmer, qui peut s'ouvrir, qui peut recevoir. Parce que la suite de ce qu'on va explorer ensemble demande un certain état intérieur, ça demande de la disponibilité, ça demande qu'on ne soit pas dans la résistance, dans la défense, dans la peur. Ça demande qu'on soit dans cet espace doux et ouvert où les vraies choses peuvent se dire et se recevoir. Si ce que tu entends jusqu'ici te touche, si ça te parle, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions qui comptent vraiment. Et maintenant, continuons. On va parler maintenant de quelque chose que j'appelle la présence intérieure. C'est un concept que j'ai développé au fil de mes années de pratique clinique et de réflexion personnelle. Et c'est quelque chose que je trouve profondément utile pour comprendre ce qui se passait dans nos relations intimes. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu partages des moments importants avec quelqu'un, cette personne s'installe en toi, pas métaphoriquement, vraiment. Ses façons de parler, ses expressions favorites, ses réactions habituelles, ses valeurs, ses peurs, ses joies, tout ça s'intègre progressivement dans ta propre façon d'être. Les psychologues appellent ça l'introjection. C'est un processus normal, naturel, universel, et ce processus a une conséquence extraordinaire. Ça veut dire que même quand l'autre est absent, même quand il est loin, même quand la relation traverse une période difficile, il est là en toi, pas comme un fantôme, pas comme une obsession, mais comme une présence vivante, active, qui continue à dialoguer avec toi. Tu as peut-être déjà vécu ça, tu es dans une situation difficile et tu t'entends penser qu'est-ce qu'il dirait dans ce cas, ou tu risques de quelque chose et tu penses, lui, il aurait adoré ça. Ou tu prends une décision et tu te demandes si ça lui plairait. C'est la présence intérieure qui parle. C'est lui, tel que tu l'as intégré en toi, qui continue à exister dans ton espace intérieur. Et voici ce que je trouve magnifique dans tout ça. Cette présence intérieure, tu peux apprendre à dialoguer avec elle. Tu peux apprendre à l'écouter, à lui poser des questions, à recevoir ce qu'elle a à te dire. Pas dans le sens d'une communication surnaturelle, mais dans le sens d'une introspection profonde, d'une écoute de ce que tu sais déjà de lui, de ce que ton amour pour lui t'a appris sur lui. C'est ça, en réalité, l'expérience télépathique dont on parle. Ce n'est pas envoyer un signal mental à travers l'espace. C'est entrer en contact avec cette partie de toi qui le connaît profondément, qui l'aime profondément et qui porte en elle une forme de sagesse sur ce que vous vivez ensemble, sur ce qui vous unit, sur ce qui est possible entre vous. Je veux te parler d'une femme que j'appellerai Sophie. Sophie avait 42 ans quand elle est venue me voir. Elle était séparée depuis plusieurs mois d'un homme qu'elle aimait profondément.
La séparation n'avait pas été une rupture définitive. C'était plutôt une pause, une distance prise pour réfléchir, pour respirer, pour voir les choses plus clairement. Mais cette distance lui pesait terriblement. Sophie me décrivait des nuits où elle se réveillait avec la certitude qu'il pensait à elle. Des moments dans la journée où elle sentait sa présence comme une chaleur dans sa poitrine. Et elle me demandait si elle était en train de devenir folle, si elle projetait, si elle s'inventait des choses pour ne pas souffrir. Ce que j'ai dit à Sophie, c'est que non, elle n'était pas en train de devenir folle. Elle était en train de vivre quelque chose de très humain, de très réel, même si ça ne ressemblait pas aux catégories habituelles de la psychologie. Elle vivait l'expérience de la présence intérieure. Elle vivait ce que ça fait d'avoir quelqu'un d'important installé au cœur de soi. Et on a travaillé ensemble, pas pour effacer cette présence, pas pour la nier, mais pour apprendre à l'habiter autrement. Pour transformer ce qui était une source de douleur en une source de connaissance. Pour que Sophie puisse utiliser ce qu'elle savait de lui, ce qu'elle portait de lui en elle, pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment, ce dont leur relation avait besoin et comment elle pouvait agir de façon authentique et juste. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Quand Sophie a cessé de s'accrocher désespérément à l'idée de le rejoindre, quand elle a commencé à habiter pleinement sa propre vie, tout en portant calmement cette présence intérieure, les choses ont commencé à bouger. Pas comme par magie, mais parce que Sophie était devenue différente, plus calme, plus ancrée, plus elle-même. Et ça se sent, ça se perçoit même à distance. Ce que Sophie a vécu, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous reconnaissent peut-être. Cette tension entre vouloir atteindre l'autre et apprendre à être pleinement soi. Et c'est exactement là que se trouve le cœur de ce qu'on appelle la connexion véritable. Parlons maintenant d'une pratique concrète. Quelque chose que tu peux faire, pas pour manipuler la situation, pas pour forcer quoi que ce soit, mais pour entrer en contact avec ce que tu ressens vraiment et avec ce que tu sais de lui. Je vais appeler ça la méditation de présence partagée et voici comment ça fonctionne. Tu trouves un moment calme, de préférence le matin ou le soir quand le monde est un peu plus silencieux. Tu t'assois confortablement, tu fermes les yeux et tu commences par revenir à toi-même. Tu sens ton corps dans l'espace, tu sens ta respiration, tu laisses les pensées parasites se déposer comme des feuilles sur l'eau. Puis doucement, tu l'invites, pas avec une attente, pas avec une demande, pas avec une prière désespérée, mais avec une ouverture simple, tu te souviens de lui tel qu'il est au meilleur de lui-même. Tu te souviens d'un moment où tu l'as vu vraiment heureux, vraiment lui-même, tu laisses ce souvenir s'installer en toi comme une lumière douce, et puis tu lui parles intérieurement, pas pour lui dire ce que tu veux qu'il fasse, pas pour lui reprocher ce qu'il n'a pas fait, mais pour lui dire ce que tu ressens vraiment. Ce que tu aimes en lui, ce que vous avez partagé qui était beau, que tu espères pour vous deux, et ensuite tu écoutes ce qui monte en toi, les images, les sensations, les mots qui émergent, pas pour les analyser immédiatement, pas pour les juger, mais pour les recevoir. Pour voir ce que ta sagesse intérieure, cette partie de toi qui le connaît profondément, a à te dire. Cette pratique n'est pas de la télépathie au sens littéral, mais elle fait quelque chose de réel et de précieux. Elle te reconnecte à toi-même, elle te reconnecte à ce que tu ressens vraiment, au-delà de la peur, au-delà de l'ego blessé, au-delà des stratégies et des calculs. Et quand tu es reconnecté à toi-même de cette façon, tu agis différemment dans le monde, tu parles différemment. Tu te présentes différemment. Et ça a des effets réels sur les relations. Je veux maintenant aborder quelque chose d'un peu plus délicat, quelque chose que j'observe souvent et qui mérite d'être dit avec douceur mais avec clarté. Parfois, quand on parle d'expérience télépathique ou de connexion profonde avec l'être aimé, il y a un danger, le danger de confondre la connexion avec la fusion, le danger de confondre l'amour avec la perte de soi. Voici ce que je veux dire, il y a une différence entre sentir la présence de quelqu'un en soi de façon enrichissante et apaisante et être tellement absorbé par l'autre on ne sait plus où il finit et où on commence. La première, c'est de l'attachement sain. La deuxième, c'est ce que les psychologues appellent la dépendance affective. Et parfois, quand on dit « je veux entrer en contact avec son esprit », ce qu'on cherche en réalité, c'est une façon de contrôler ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il fait. On cherche à réduire l'incertitude, à combler l'angoisse, à s'assurer qu'il est là, qu'il pense à nous, qu'il nous aime encore. Je comprends ça. Je comprends cette anxiété d'attachement. Je l'ai observée chez tellement de personnes et je sais qu'elle vient d'un endroit de vraie souffrance. Elle vient souvent de blessures anciennes, de peurs profondes d'être abandonnée, de ne pas être suffisante, de ne pas mériter d'être aimée. Mais si on cherche à entrer en contact avec l'autre depuis cet endroit de peur, depuis cet endroit de manque, ce qu'on envoie dans le monde, c'est cette peur, ce manque. Et ça ne crée pas la connexion.
Ça crée au contraire une forme de pression, une tension, quelque chose que l'autre ressent souvent comme pesant, même sans pouvoir le nommer. Alors voici ce que je te propose. Avant de chercher à entrer en contact avec lui, entre d'abord en contact avec toi. Demande-toi depuis quel endroit moi est-ce que je cherche cette connexion. Est-ce que c'est depuis un endroit de plénitude, d'amour vrai, de désir de partager quelque chose de beau? Ou est-ce que c'est depuis un endroit de manque, de peur, de besoin de rassurance? La réponse à cette question est précieuse parce qu'elle te dit où tu en es vraiment et elle te guide vers ce dont tu as besoin, pas seulement dans cette relation, mais dans ta vie intérieure. Si ce contenu te touche, si tu te reconnais dans ce qu'on explore ensemble, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu ressens. Ça m'aide à continuer à créer du contenu qui vous accompagne vraiment. Et maintenant, allons plus loin. Il y a un concept que j'aime beaucoup et que je veux partager avec toi maintenant. C'est le concept de la présence à soi comme condition de la présence à l'autre. Ça peut sembler paradoxal au premier abord. On parle d'entrer en contact avec lui et moi je te parle de toi. Mais c'est là que se trouve quelque chose d'essentiel. Les relations humaines fonctionnent comme des miroirs, pas des miroirs parfaits, pas des reflets exacts, mais des espaces de résonance. Quand tu es profondément présente à toi-même, quand tu habites pleinement ton propre espace intérieur, tu rayonnes quelque chose qui est perceptible, qui est réel, qui attire et qui connecte. C'est quelque chose que les grands sages, les grands thérapeutes, les grands amoureux ont toujours su. La connexion véritable commence par la présence à soi. Pas l'égoïsme, pas le repli sur soi, mais cette qualité d'être vraiment là, vraiment vivant, vraiment en contact avec ce qu'on ressent et ce qu'on est. Pense à quelqu'un que tu connais qui a cette qualité. Quelqu'un qui, quand il entre dans une pièce, change un peu l'atmosphère, quelqu'un dont la présence est apaisante, vivifiante, magnétique. Ces personnes ne font pas d'efforts particuliers pour être présentes. Elles sont simplement là, pleinement, authentiquement, et ça se sent, ça se ressent dans tout le corps. C'est ça que tu peux cultiver. Pas une technique pour attirer l'attention de quelqu'un. Pas une stratégie pour le faire penser à toi, mais une qualité de présence à toi-même qui, naturellement, crée les conditions d'une connexion plus profonde, plus vraie, plus durable. Et voici comment on peut commencer à cultiver ça. La première chose, c'est de revenir régulièrement à son corps. Notre corps est le siège de notre présence. Quand on est dans la tête, dans les pensées, dans les scénarios, dans les inquiétudes, on perd contact avec notre présence réelle. Mais quand on revient au corps, quand on scinde ses pieds sur le sol, sa respiration dans la poitrine, la chaleur de ses mains, on revient à soi. C'est simple. Ça peut sembler trop simple. Mais c'est d'une efficacité remarquable. Essaie maintenant, sens tes pieds, vraiment, sens le contact de tes pieds avec le sol ou avec la surface sur laquelle tu te trouves. Sens le poids de ton corps. Sens ta respiration et remarque comment quelque chose en toi se stabilise, c'est calme et c'est centre. C'est ça la présence, c'est ce retour simple et constant à ce qui est là, maintenant dans ton corps, dans ton espace. La deuxième chose, c'est d'apprendre à nommer ce qu'on ressent. Pas pour l'analyser, pas pour le bouger, mais juste pour le reconnaître. Je ressens de la tristesse, je ressens de la nostalgie, je ressens de la tendresse. Je ressens de l'inquiétude. Ces mots simples ont un effet puissant. Ils créent une distance saine entre toi et tes émotions. Ils te permettent de les observer sans en être submergé. Et ils te reconnectent à ta vie intérieure de façon claire et consciente. Les neurosciences nous ont montré quelque chose de fascinant à ce sujet. Quand on nomme une émotion, quand on lui donne un mot, l'activité dans l'amygdale, cette partie du cerveau qui gère la peur et le stress diminue. Littéralement, nommer ce qu'on ressent calme notre système nerveux. C'est comme si le fait de mettre un mot sur quelque chose signalait au cerveau, c'est connu, c'est identifié, on peut gérer ça. Alors la prochaine fois que tu penses à lui et que tu ressens quelque chose d'intense, au lieu de te laisser emporter par ce flot émotionnel, essaye de nommer ce que tu ressens. Avec précision, avec douceur, sans jugement, et observe ce qui se passe. Maintenant, j'aimerais te parler d'une dimension de tout cela qui est souvent négligée, la dimension du langage invisible, ce que nous communiquons sans les mots, que nous transmettons à travers notre façon d'être, notre façon de nous tenir, notre façon de regarder, notre façon de respirer. Albert Mehrabian, un psychologue américain, a fait des recherches sur la communication qui ont montré que la grande majorité de ce qu'on communiquait passe par des canaux non verbaux. Le ton de la voix, les expressions du visage, les gestes, la posture, les mots eux-mêmes ne représentent qu'une petite fraction de ce qu'on transmet. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ce langage non-verbal est largement inconscient. On ne choisit pas consciemment son ton de voix, ses micro-expressions, sa façon de se tenir.
Ça sort de soi naturellement en fonction de ce qu'on ressent vraiment, de ce qu'on pense vraiment, de l'état intérieur dans lequel on se trouve. Ça veut dire que si tu es dans un état de peur, d'anxiété, de besoin, ça se voit, ça s'entend, ça se perçoit. Même si tu essayes de le cacher, même si tu choisis tes mots avec soin, quelque chose passe qui dit la vérité de ce que tu vis à l'intérieur. Et inversement, si tu es dans un état de calme, de confiance, des plénitudes intérieures, ça aussi se perçoit, ça aussi se transmet. Et c'est ça en réalité ce que les gens qui semblent avoir une présence magnétique ont compris, souvent sans même pouvoir le formuler. Ils ont appris à habiter leur propre espace intérieur de façon suffisamment sereine pour que ça rayonne naturellement. Alors tu vois, entrer en contact avec l'esprit de l'homme que tu aimes, ce n'est pas une question de technique mystérieuse ou de pouvoir surnaturel, c'est une question d'état intérieur, c'est une question de qui tu es quand tu es avec lui, et même quand tu n'es pas avec lui, c'est une question de la qualité de ta présence à toi-même et à la relation. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je veux te parler de la vulnérabilité comme porte d'entrée vers la connexion véritable. Brené Brown, une chercheuse américaine qui a passé des années à étudier la connexion humaine, a dit quelque chose de magnifique. Elle a dit que la vulnérabilité est le berceau de la connexion, de la créativité, du changement et de l'amour, et que sans vulnérabilité, il ne peut pas y avoir de connexion véritable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour vraiment entrer en contact avec quelqu'un, pour vraiment créer une connexion profonde, il faut accepter de se montrer tel qu'on est. Avec ses doutes, ses peurs, ses besoins, ses imperfections, sans armure, sans masque, sans performance. Et c'est là que beaucoup d'entre nous avons du mal. Parce que se montrer vulnérable, c'est prendre un risque. C'est risquer d'être rejeté, de ne pas être compris, de ne pas être aimé tel qu'on est vraiment. Et ce risque, il est réel, il n'est pas imaginaire. Mais voici ce que j'ai observé dans ma pratique clinique et dans ma propre vie. La connexion véritable ne peut pas exister sans ce risque. Elle ne peut pas exister derrière les murs qu'on construit pour se protéger. Elle ne peut exister que dans cet espace ouvert, un peu incertain, un peu fragile, où on accepte d'être vu vraiment. Et c'est ça, la vraie télépathie, pas la transmission de pensées à travers l'espace. Mais cette capacité à se laisser vraiment voir et à vraiment voir l'autre, à créer cet espace de rencontre authentique où deux personnes peuvent se toucher vraiment au-delà des mots, au-delà des stratégies, au-delà des peurs. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble et continuons notre chemin. Je veux maintenant aborder une question que beaucoup de gens se posent sans oser la formuler vraiment. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il ressent ce que je ressens? Est-ce qu'il y a encore quelque chose entre nous? C'est une question douloureuse, parce qu'on ne peut jamais vraiment y répondre avec certitude, on ne peut jamais entrer dans la tête de l'autre et savoir avec précision ce qui s'y passe. Et cette incertitude, elle peut être terriblement difficile à vivre. Mais voici ce que je peux te dire. Voici ce que la psychologie et l'observation clinique nous apprennent. Quand deux personnes ont vécu quelque chose de fort ensemble, quand elles ont partagé de la vraie intimité, de la vraie tendresse, de vrais moments de connexion, ces moments laissent des traces chez les deux personnes. Pas seulement chez toi, ces traces, elles ne s'effacent pas facilement, elles peuvent être recouvertes par le temps, par la distance, par les nouvelles expériences, mais elles sont là. Quelque part dans sa mémoire, dans son corps, dans sa façon de percevoir le monde, il y a quelque chose de toi, une présence intérieure qui est la tienne, et parfois quelque chose vient réactiver cette présence. Une chanson, une odeur, un lieu, une situation qui ressemble à quelque chose que vous avez vécu ensemble. Et dans ces moments-là, il pense à toi, peut-être pas de façon consciente et articulée. Peut-être juste comme une sensation, une image fugace, un sourire involontaire. Mais il pense à toi. Est-ce que ça veut dire qu'il t'aime encore de la même façon ? Pas nécessairement, ces questions-là dépendent de tellement d'autres choses, de la réalité de votre situation, de vos choix respectifs, de ce que vous voulez vraiment chacun de votre vie. Mais ça veut dire que la connexion qui a existé entre vous, c'est réel, qu'elle a eu lieu, qu'elle a laissé des traces et que ces traces, elles font partie de vous deux pour toujours d'une certaine façon. Il y a quelque chose de beau et de libérateur dans cette idée. Ça veut dire que l'amour que tu as vécu n'est pas illusoire, qu'il n'a pas disparu comme de la fumée, qu'il a eu une réalité, une densité, une importance. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Parlons de ce que tu peux faire concrètement pour cultiver cette connexion, pour la nourrir, pour lui donner les meilleures chances de s'épanouir. La première chose, c'est de travailler sur ta propre énergie. J'utilise le mot énergie non pas dans un sens ésotérique, mais dans un sens très concret. Ton état émotionnel, ton niveau de vitalité, ta façon d'être dans le monde. Est-ce que tu prends soin de toi ?
Est-ce que tu fais des choses qui te nourrissent, qui te font du bien, qui te rendent vivante? Est-ce que tu as des projets, des passions, des sources de joie qui ne dépendent pas de lui? Parce que voici quelque chose que j'ai observé de façon constante. Les personnes qui sont les plus attractives, pas au sens physique superficiel, mais au sens profond du terme, sont celles qui ont une vie intérieure riche, qui ont des passions, qui sont engagées dans quelque chose qui les dépasse. Ces personnes rayonnent quelque chose qui attire naturellement les autres, y compris les personnes qu'elles aiment. Et inversement, quand on est dans un état de manque, de vide, d'attente passive, quand on a mis sa vie en pause en attendant que l'autre revienne ou que les choses changent, on aimait quelque chose de différent. Quelque chose qui peut repousser plutôt qu'attirer. Alors la question n'est pas comment est-ce que je peux l'attirer à moi? La question est comment est-ce que je peux devenir la personne la plus vivante, la plus authentique, la plus pleine que je puisse être? Et comment est-ce que je peux vivre ma vie de la façon la plus belle et la plus vraie possible, indépendamment de ce qui se passe avec lui? Cette question peut sembler difficile, elle peut même sembler injuste. Tu pourrais me dire, mais je l'aime, je veux être avec lui. Pourquoi est-ce que je dois faire comme si ça n'avait pas d'importance? Je comprends cette réaction et je ne te dis pas que ça n'a pas d'importance. Je te dis ce qu'est ta propre vie, ta propre plénitude ont une importance au moins égale. Et que paradoxalement, c'est quand tu habites pleinement ta propre vie que tu crées les meilleures conditions pour la connexion avec l'autre. La deuxième chose concrète que tu peux faire, c'est de soigner la qualité de tes communications avec lui. Pas la fréquence, pas la quantité, mais la qualité. Chaque fois que vous êtes en contact, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Pas pour chercher des signes de ce qu'il ressent pour toi, mais pour vraiment entendre ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qui lui importe. L'écoute véritable est l'un des cadeaux les plus précieux qu'on puisse offrir à quelqu'un. Et c'est aussi l'une des formes les plus puissantes de connexion. Quand quelqu'un se sent vraiment entendu, vraiment compris, quelque chose se détend en lui, quelque chose s'ouvre. Et dans cet espace d'ouverture, la connexion peut s'approfondir. Alors la prochaine fois que tu es avec lui ou que tu lui parles, essaye de mettre de côté tes propres besoins, tes propres inquiétudes, tes propres stratégies et sois simplement là pour lui. Vraiment là. Curieuse de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, sans agenda caché, sans attente de retour immédiat. C'est ça l'amour dans sa forme la plus pure et c'est ça qui crée la connexion la plus profonde. La troisième chose, c'est d'apprendre à communiquer tes besoins et tes sentiments de façon directe et non défensive. Beaucoup de problèmes de connexion dans les relations viennent de ce qu'on ne sait pas dire clairement ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. On espère que l'autre va deviner. On donne des signes indirects. On attend qu'il comprenne tout seul, mais l'autre n'est pas télépathe. Même s'il t'aime, même s'il te connaît bien, il ne peut pas lire dans tes pensées. Et quand on attend qu'il devine et qu'il ne le fait pas, on se sent incompris, blessé seul. Et on lui en veut pour quelque chose qu'il ne savait même pas qu'on attendait de lui. Alors apprends à dire j'ai besoin de... Je ressens, ça me ferait du bien si ce sont des phrases simples, directes et vulnérables et d'une efficacité remarquable pour créer la connexion véritable. Je veux maintenant te parler d'une dimension de tout cela qui est peut-être la plus profonde. Je veux te parler de l'amour comme pratique spirituelle. Pas au sens religieux du terme, mais au sens d'une discipline, d'une façon d'être dans le monde qui demande de l'attention, de l'intention et de la croissance continue. Aimer quelqu'un vraiment, ce n'est pas seulement ressentir des émotions fortes pour cette personne. C'est aussi choisir chaque jour de s'ouvrir à elle, de la voir telle qu'elle est vraiment, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est accepter ses imperfections sans les nier. C'est lui faire confiance même quand c'est difficile. C'est lui laisser l'espace d'être lui-même, même quand ça fait peur. Et c'est aussi accepter que l'amour ne garantit pas la réciprocité. Que l'amour ne garantit pas que les choses vont se passer comme on le souhaite. Que l'amour, parfois, c'est aussi lâcher prise. Laisser l'autre libre et faire confiance à ce qui est plus grand que nos désirs individuels. Je sais que ça peut être douloureux à entendre, mais je crois que c'est important à dire parce que parfois ce qu'on appelle vouloir entrer en contact avec lui, c'est en réalité une façon de ne pas accepter ce qui est, une façon de résister à la réalité de la situation. Et cette résistance, elle nous épuise, elle nous empêche de vivre pleinement, elle nous maintient dans un état de suspension, d'attente, de souffrance. L'acceptation n'est pas la capitulation. L'acceptation ne veut pas dire qu'on abandonne l'espoir ou qu'on renonce à ce qu'on veut. L'acceptation, c'est reconnaître ce qui est maintenant dans ce moment.
Et depuis cet endroit de clarté, choisir comment on veut agir, comment on veut être, ce qu'on veut créer, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit à peu près ceci. La souffrance vient souvent de la résistance à ce qui est, et la paix vient souvent de l'acceptation de ce qui est, même quand ce qui est n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas une philosophie de la passivité. C'est une philosophie de la lucidité et de la liberté. Parce que quand on accepte ce qui est, on peut agir depuis un endroit de clarté plutôt que depuis un endroit de peur ou de désespoir. Et les actions qui viennent de la clarté sont généralement beaucoup plus justes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus alignées avec ce qu'on est vraiment. Si ce contenu te parle, je t'invite vraiment à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces questions, elles touchent tellement de personnes et parfois le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul à les vivre, ça change quelque chose. Et maintenant, je veux aborder quelque chose que je n'ai pas encore mentionné directement, mais qui est au cœur de tout ce qu'on a exploré ensemble. Je veux parler du lien entre l'amour de soi et la capacité à aimer l'autre. C'est un cliché, je sais, on entend souvent il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et parfois cette phrase sonne creux comme une formule vide de sens. Mais derrière cette formule, il y a quelque chose de profondément vrai. Voici comment je l'explique. Quand on n'a pas suffisamment de sécurité intérieure, quand on n'a pas suffisamment de confiance en sa propre valeur, on a tendance à chercher dans les relations ce qu'on ne peut pas se donner soi-même. On cherche la validation, la rassurance, la preuve qu'on est aimable. Et cette recherche, même si elle est compréhensible, même si elle vient d'un endroit de vraie souffrance, elle crée une dynamique difficile dans les relations, parce que l'autre ne peut pas remplir ce vide. Même s'il t'aime profondément, même s'il fait tout ce qu'il peut pour te rassurer, si le vide vient de l'intérieur, aucune quantité d'amour extérieur ne peut le combler de façon durable. Il faut le combler depuis l'intérieur, il faut apprendre à se donner à soi-même ce qu'on cherche chez l'autre. Et ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour ou en un mois. C'est un chemin de connaissance de soi, de compassion envers soi-même, de guérison des blessures anciennes. Mais c'est le chemin le plus important qu'on puisse prendre. Parce que c'est ce chemin qui mène à la liberté véritable. La liberté de choisir ses relations non pas par peur d'être seul, mais par amour véritable. La liberté d'aimer sans perdre soi-même. La liberté de créer des connexions qui nourrissent et qui élèvent, plutôt que des connexions qui épuisent et qui diminuent. Et voici quelque chose de magnifique. Quand tu travailles sur toi-même de cette façon, quand tu cultives cette sécurité intérieure, cet amour de toi-même, quelque chose change dans tes relations, pas parce que tu as appris à manipuler les autres ou à les attirer par des techniques, mais parce que tu es devenue différente, plus libre, plus légère, plus toi-même. Et ça crée une qualité de présence qui est irrésistible. Pas irrésistible au sens d'une séduction calculée. Irrésistible au sens d'une authenticité profonde qui touche les gens, qui les invite à être eux-mêmes, qui crée l'espace pour une connexion vraie. Je veux maintenant te proposer une autre pratique. Quelque chose que tu peux faire régulièrement pour cultiver cette sécurité intérieure et cette qualité de présence. Je l'appelle la lettre à soi-même. Voici comment ça fonctionne. Une fois par semaine, tu prends un moment calme, tu prends un carnet ou une feuille de papier et tu t'écris une lettre, pas une lettre à lui, une lettre à toi-même. Dans cette lettre, tu commences par reconnaître ce que tu as vécu cette semaine. Les moments difficiles, les émotions intenses, les défis, tu les reconnais sans les minimiser, sans les dramatiser. Tu dis simplement « j'ai vécu ça et c'était difficile ». Puis tu te parles avec la douceur que tu aurais pour une amie chère. Tu te dis ce que tu as bien fait, ce qui était courageux en toi, ce qui était beau. Tu te reconnais vraiment dans tout ce que tu as traversé et enfin tu te rappelles ce que tu veux pour toi. Pas ce que tu veux de lui, pas ce que tu veux que la situation devienne, mais ce que tu veux pour ta propre vie, tes valeurs, tes aspirations, ta vision de qui tu veux être. Cette pratique simple a un effet profond sur la relation qu'on a avec soi-même. Elle crée une habitude d'attention bienveillante envers soi, elle renforce la connaissance de soi et elle ancre progressivement cette sécurité intérieure dont on a parlé. Approchons maintenant de la fin de notre voyage ensemble et je veux te laisser avec quelques pensées qui, j'espère, continueront à résonner en toi après que tu auras fini d'écouter. La première pensée, c'est celle-ci. L'expérience télépathique dont on a parlé aujourd'hui, cette connexion mystérieuse et profonde qu'on ressent parfois avec l'être qu'on aime, elle n'est pas une illusion. Elle est réelle, mais elle est réelle d'une façon différente de ce qu'on imagine souvent. Elle est réelle parce qu'elle témoigne de la profondeur du lien qui existe entre vous. Elle est réelle parce qu'elle révèle la présence vivante que vous avez l'un pour l'autre. Et elle est réelle parce qu'elle pointe vers quelque chose d'important sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur ce dont tu as besoin.
La deuxième pensée, c'est que la connexion véritable commence toujours par soi. Avant de chercher à atteindre l'autre, à le rejoindre, à entrer en contact avec lui, entrer en contact avec toi-même, avec ce que tu ressens vraiment, avec ce que tu veux vraiment, avec qui tu es vraiment. Parce que c'est depuis cet endroit de clarté et d'authenticité que les connexions les plus profondes et les plus durables peuvent se créer. La troisième pensée, c'est que l'amour est un chemin de croissance. Pas seulement un sentiment, pas seulement une émotion, mais un chemin. Un chemin qui demande de la courage, de la vulnérabilité, de la patience et une volonté continue de se connaître soi-même et de connaître l'autre plus profondément. Ce chemin n'est pas toujours facile. Traverse parfois des zones d'ombre, des moments d'incertitude, des périodes de doute, mais c'est aussi le chemin le plus riche, le plus vivant, le plus porteur de sens que je connaisse. Et la quatrième pensée, celle avec laquelle je veux te laisser, c'est celle-ci. Tu mérites d'être aimé vraiment, profondément, authentiquement, pas d'une façon conditionnelle ou partielle, mais d'une façon qui te voit, qui te reconnaît, qui te célèbre dans tout ce que tu es. Et si la relation que tu vis ne te donne pas ça, si elle te laisse constamment en manque, constamment en doute, constamment en train de chercher des preuves qu'on t'aime, alors peut-être que la question la plus importante n'est pas comment est-ce que j'entre en contact avec lui, mais comment est-ce que je m'assure que je suis dans une relation qui me nourrit vraiment. Ce n'est pas une question facile et je ne suis pas là pour te donner une réponse toute faite, mais je suis là pour te dire que cette question mérite d'être posée. Avec honnêteté, avec douceur et avec le respect que tu te dois à toi-même. Voilà, on arrive à la fin de ce temps partagé ensemble. Et je veux te remercier d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir accepté d'explorer des questions qui ne sont pas toujours simples ou confortables. Ce genre de courage, ce courage de se regarder en face, de s'interroger, de chercher à comprendre, c'est quelque chose que j'admire profondément. Ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est beaucoup plus que la question de la télépathie. On a exploré la nature de la connexion humaine. On a exploré ce que ça veut dire d'aimer vraiment. On a exploré le lien entre la présence à soi et la présence à l'autre. On a exploré la vulnérabilité, l'acceptation et la croissance que l'amour peut nous offrir quand on accepte de le laisser nous transformer. Ces idées ne sont pas des recettes magiques, elles ne vont pas résoudre tous tes problèmes ou te garantir que les choses vont se passer comme tu le souhaites, mais j'espère qu'elles t'ont donné quelque chose. Une perspective différente peut-être, un peu plus de douceur envers toi-même, une invitation à habiter ta propre vie plus pleinement. Et si une seule de ces idées continue à résonner en toi demain, dans une semaine, dans un mois, si elle t'aide à voir les choses un peu différemment, à te traiter un peu plus gentiment, à créer des connexions un peu plus vraies, alors ce temps qu'on a passé ensemble aura eu tout son sens. Prends soin de toi, vraiment, pas de façon superficielle, pas comme une formule de politesse, mais vraiment, prends soin de ta vie intérieure, de tes émotions, de tes besoins, de tes rêves, parce que tu es précieuse. Parce que ta vie mérite d'être vécue pleinement et parce que l'amour que tu cherches à donner et à recevoir, tu en es tout à fait digne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces conversations sur la vie intérieure, sur l'amour, sur la connexion humaine, elles sont importantes. Et plus on est nombreux à les avoir, plus on crée un monde où les gens se sentent moins seuls avec leurs questions et leurs émotions. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends bien soin de toi.